nous sommes ensemble sur Europe 1 jusqu'à 1h du matin pour 2 heures de direct, 2 heures de libre antenne, pendant lesquelles vous pouvez aborder tous les sujets qui vous tiennent à cœur en appelant le 39 21. Et vous pouvez aussi, en composant ce numéro, dialoguer ensemble, échanger vos expériences, partager vos points de vue. Ce soir, au Standard d'Europe 1, vous serez accueillis par Asiba et Quentin, sous l'œil attentif de Philippe Chartier qui réalise cette émission. Et vous avez également la possibilité de vous exprimer par SMS au 7 21 21 code nuit et par courriel sur le site europe1.fr puis libre antenne. Vous avez été nombreux à vouloir témoigner de votre sympathie, de votre comment dire, de votre soutien. Enfin, c'est pas votre soutien, mais de votre admiration que vous aviez pour Laurent Fignon dans l'émission de Nicolas Demorand, dans l'émission de Pierre-Louis Basse, aussi dans le journal de Wendy Bouchard et de Jean-Michel Duez. Valérie du Pas-de-Calais vient d'envoyer un courriel encore en disant une pensée pour Laurent Fignon qui a été présent pendant tout le Tour de France et un chapeau bas à l'équipe sportive d'Europe 1 qui l'a épaulé. Il a fait preuve de beaucoup de courage et il doit motiver toutes les personnes qui sont malades et qui souffrent. Adieu l'ami, dit Valérie. Allez, nous allons commencer cette émission avec Linda. Bonsoir Linda. Bonsoir Caroline. Je vous téléphone ce soir parce que j'ai un problème. Je suis très angoissée, j'ai peur et parce que j'ai fait. Je sais pas si je vais réussir à être claire parce que j'ai peur de passer à l'antenne en plus. En fait, il y a 1 an, j'ai fait 3 fausses couches et là j'ai un retard de règles après avoir eu un traitement par hormones par mon gynéco. Et j'ai fait une prise de sang qui se révèle négative. Donc je voulais avoir des je sais pas comment dire, s'il y a des personnes, des femmes qui ont eu la même situation que moi. Alors vous avez je sais pas si je suis claire en fait. Alors on va prendre le temps d'en parler. Vous avez un retard de règles de combien de jours ou de c'est récent votre retard de règles? Je vous ai appelé c'est Sophia, hein, je me suis trompée. Ouais. Oui, vous avez un retard de règles de combien de jours? De 9 jours. Oui, c'est récent. Ouais. Donc vous avez fait quoi comme test déjà? J'ai fait une prise de sang. D'accord, donc c'est le plus fiable. Hein. Ah, la semaine dernière, donc très tôt. Bah oui, parce que je suis dans le projet de tomber enceinte. J'ai bien compris, oui. Donc la semaine dernière, c'était négatif. C'était négatif et donc le laboratoire et mon gynéco m'ont dit que c'était peut-être trop tôt. Oui, c'est possible. Et puis, moi je suis tellement angoissée, je me dis que ça se trouve il y a un problème. J'ai emmené mon chien chez le vétérinaire et comme je suis passée par la pharmacie, j'ai acheté un test urinaire, vous voyez. Non, et vous avez refait un test urinaire là? Voilà, hier. Et qui est négatif. Et négatif aussi. Oui, mais le test urinaire, vous savez, Sophia, est toujours moins fiable, hein. C'est-à-dire que l'hormone de grossesse que l'on recherche soit dans le sang ou dans l'urine est moins concentrée dans l'urine que dans le sang. Donc, si on veut vraiment être certaine, il vaut mieux faire une prise de sang. Alors, effectivement, comme vous êtes très angoissée, vous avez fait vous avez refait un test urinaire, mais c'est vrai que peut-être votre prise de sang, vous l'avez faite un peu tôt par rapport si vous voulez, si vous avez un retard de règles à ce jour de 9 jours, que vous avez fait le test la semaine dernière, à ce moment-là, c'était à quelques jours. Oui, à quelques jours, oui. Oui, donc c'était peut-être un petit peu tôt pour qu'on puisse détecter. Oui. Parce qu'en fait, je me dis, est-ce que c'est pas le traitement qui fait que ça me rallonge le cycle? Pardon? J'ai dit peut-être que le traitement que j'ai pris, le traitement hormonal, rallonge mon cycle.
Et ça se trouve, parce que moi, je suis en train de me dire, oui, je suis enceinte, je vais tellement être déçue si je ne le suis pas que... Alors, vous êtes encore sous traitement hormonal, là ? Non, je l'ai pris pendant 10 jours seulement. Oui, mais il y a combien de temps ? En début de cycle. Ah oui, d'accord. Oui. Oui, donc c'est quand même... oui. Donc c'est quand même, oui, très récent. C'était au cours de ce cycle-là. Oui. Le 26 juillet, quoi. Oui, donc ça peut bouleverser votre cycle, hein, ça. Ouais. Vous en avez parlé avec votre gynécologue qui vous prescrit ce traitement. Ouais. Qu'est-ce qu'il en dit, lui ? Il m'a dit que tous les symptômes que je lui décrivais, c'était plutôt positif. Par rapport à une grossesse ? Oui. Mais que, bon, il fallait réattendre pour faire une prise de sang, pour doser la HCG, l'hormone de... Oui, de grossesse. Que c'était peut-être trop tôt, effectivement. Oui. Et vous avez fait, vous me dites, des fausses couches, donc en début de grossesse, si je comprends bien. Ouais. À chaque fois. 3 fausses couches dans la même année, ouais. Dans la même année. Ouais. Oui. À chaque fois en début. 8 semaines, oui, par là, oui. Oui, c'est ça, en début de grossesse. Bon, ça peut arriver. C'est pour ça que vous avez un... Oui. Ça m'a... Enfin, c'est ça qui fait que je suis très, très anxieuse, en fait. Hein. Parce que bon, j'ai 38 ans et j'ai envie d'avoir un enfant. Et puis vous n'avez pas encore d'enfant ? Non, j'en ai pas, non. Mais ce qui est bon signe, Sophia, il faut voir les choses quand même de façon positive, c'est que vous arrivez à être enceinte. Oui. Hein, c'est-à-dire que vous êtes féconde. Oui. Alors après, jusqu'à présent, la grossesse ne s'est pas poursuivie. Mais vous n'êtes pas... Il n'y a pas de problème de stérilité. Non, il n'y a pas de problème de stérilité. Bon, alors après le fait que ça peut, c'est assez fréquent. Vous savez qu'il y ait des fausses couches en tout début de grossesse. Ça peut arriver. Bon, là, ça s'est produit à 3 reprises. Donc, c'est vrai que sur une année, je comprends que ça soit difficile à vivre pour vous, surtout avec un désir d'enfant important. Et puis, de toute façon, c'est toujours perturbant. Hein. Mais une fausse couche est quelque chose qui est spontané, je veux dire, et quelque chose qui est assez fréquent. Hein, quand ça se produit à plusieurs reprises, à ce moment-là, eh bien, effectivement, on peut donner un traitement pour qu'il y ait une imprégnation hormonale de façon à ce que l'ovule fécondé, enfin l'œuf, puisse vraiment bien s'accrocher. C'est ce qui est fait pour vous. Oui. Voilà. Donc on sait comment essayer de faire en sorte un peu pallier la nature entre guillemets, faire en sorte que ça soit plus lui donner un petit coup de pouce. Mais ce qui veut dire que quand même sur un an, Sophia, vous avez été enceinte 3 fois. Ouais, Ce qui, quand on sait à 38 ans, c'est alors vous êtes, ça montre que déjà à 38 ans, normalement la fertilité est moins forte évidemment que chez une femme de 25 ans. Vous voyez, sur un an, vous avez déjà été enceinte 3 fois. Bon, malheureusement, ça ne s'est pas poursuivi, mais ça veut dire que vous êtes féconde, hein. Donc ça laisse beaucoup d'espoir. Ouais. Mais là, c'est devenu une obsession. Hein. Oui, alors attention. Je sais bien que c'est compliqué, mais attention peut-être un petit peu à ça, parce que ce stress est un petit peu problématique quand même. Mais j'arrive pas à contrôler en fait. Je me dis, essaye de prendre de la distance et tout, mais je n'y arrive pas. Hein. Je sais pas comment vous expliquer. C'est devenu un objectif. Hein. Il faut que je veux avoir un enfant en fait. Oui. Comment le vit votre mari ou votre compagnon ? Mon copain, là, je lui ai pas parlé parce que je sais pas si vraiment je suis enceinte, je lui ai pas dit. Vous n'en avez pas parlé avec lui ? Non, parce que déjà les 3 fausses couches, là, il a mal vécu aussi, hein. Oui. Il a le même âge que vous, lui ? Il a 5 ans de plus que moi.
D'accord. Et il est dans ce désir aussi. Oui. Il partage comme ça avec vous. Oui, il a mal vécu aussi. Donc, on a fait les cariotypes, on a fait, vous voyez, tous les examens pour voir s'il n'y avait pas d'incompatibilité qui pourrait expliquer les fausses couches et tout. Oui, oui. Mais bon, tout était normal. Bon, bah c'est plutôt très positif, ça. Ouais. Hein? Mais ça veut dire oui, vous êtes tous les deux très angoissés. Ouais. C'est pour ça que là, tant que je suis pas sûre je suis enceinte ou pas enceinte, je préfère pas lui dire, quoi, parce que. Oui, il va de nouveau. Ça sera pas forcément un soutien parce qu'il va être lui-même très très anxieux et vous allez être deux à vous préoccuper. Ouais. En plus, il commence un nouveau travail, donc voilà quoi. Et vous travaillez, Sophia ? Oui, moi je travaille. Oui. Oui. Et vous avez quelqu'un à qui en parler un petit peu, une amie Bah, je les saoule un peu là. Donc, Oui, mais bon, elles peuvent comprendre vos amies. Oui. Hein, elles peuvent comprendre à quel point c'est important pour vous. Ouais. Qu'est-ce qu'elles vous disent ? Est-ce qu'elles sont rassurantes ? Est-ce qu'elles Oui, elles me disent oui, ils voient le bon côté des choses. C'est que pour le moment, dis-toi que c'est plutôt positif. Oui. Mais je peux pas m'empêcher de me dire qu'en fait, ça se trouve, il y a un problème, en fait, vous voyez. Je me dis, il y a quelque chose qui est pas normal. Ne voyant pas les règles arriver et voyant que les tests sont négatifs. Mais à quel problème pensez-vous ? Je sais pas, j'en sais rien. Je me dis, ça y est, ça se trouve, je vais refaire un œuf clair ou, vous voyez, quelque chose comme ça. Mais je vais encore apprendre une mauvaise nouvelle. Oui, vous avez peur que les choses se répètent. Mais ça peut arriver, Sophia. Je vous dis, c'est assez fréquent. Votre gynécologue a dû vous l'expliquer. Ouais. Que souvent, avant d'avoir un enfant, il y a ce problème de fausse couche ou d'œuf clair. Bon, enfin, bon. Là, effectivement, ça s'est répété 3 fois. Mais dans votre famille, ça s'est passé comment ? Est-ce que justement les grossesses, comment ça s'est passé pour votre mère ? Je sais pas. Ma mère, elle a eu. On est 8 frères et sœurs. Ah oui, vous êtes issus d'une très grande famille. Une grande famille. Mes sœurs, elles ont toutes des enfants pratiquement. Oui. Il n'y a pas de problème je suis la seule en fait à avoir eu ce genre de problème. Hein. Mais je suis la seule aussi à avoir attendu si longtemps pour faire un enfant. Mes sœurs ont eu des enfants beaucoup plus jeunes. Oui. D'accord. Bon, mais vous voyez bien que pour vous, il n'y a pas de problème aussi, c'est ce que je vous disais, en termes de stérilité ou de problème, sans parler de stérilité, de difficulté à être féconde. Hein. C'est pas de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'il faudrait quand même que... Alors, je sais bien que c'est facile à dire, mais c'est ce que dit Natacha. L'angoisse, un peu l'obsession d'être enceinte peuvent parfois empêcher le fait de tomber enceinte, dit Natacha. Alors, ce qui n'est pas votre cas, parce que au fond, ça ne vous empêche pas d'être enceinte. Mais c'est vrai que le fait que ça devienne une obsession, est-ce que ça n'a pas sur votre relation de couple, par exemple, est-ce que c'est pas... Ça crée pas des tensions un peu dans votre couple ? Vous restez solidaire autour de ce projet. Ouais. Bon, ça c'est important. D'accord, parce que parfois dans un couple c'est un petit peu compliqué, mais c'est plus compliqué parfois quand ce sont des procréations médicalement assistées. Là, vous ne faites pas appel à de l'assistance médicale, si ce n'est par le biais de ce traitement. Mais en fait, ça reste c'est vous qui faites l'amour. Mais c'est vrai que le fait de faire l'amour pour le fait d'avoir un bébé, ça peut parfois être un peu compliqué pour le couple. Vous voyez, il faut. Oui, de toute façon, c'est ce qu'on a fait pendant pratiquement depuis le mois de novembre de l'année dernière. On est obligé de regarder la période d'ovulation, etc. Oui. Ça marche bien. Oui. Ça marche bien puisque vous êtes enceinte. Oui. Moi, je sais pas, quand j'entends des personnes qui disent attention à l'obsession et tout, c'est un peu paradoxal parce que je cherche à être enceinte et il faut que j'essaye de pas penser à... Vous voyez, alors c'est compliqué, quoi, en fait.
faut que j'essaye de pas être obsédée par ça, mais en même temps, c'est ce que je recherche. Donc, ça serait bien d'avoir des témoignages, puisque je pense que ça pourrait vous aider. Peut-être 39-21, vous le disiez d'emblée, de femmes qui peut-être se sont trouvées dans votre situation. Ouais. Si vous pouviez appeler pour peut-être pour parler de votre expérience, si vous avez été confronté à une situation similaire à celle de Sophia, venez en parler au 39-21. Pour la rassurer, pour parler de ce que vous-même avez vécu. C'est vrai que c'est facile à dire, mais quand on a ce désir très fort d'enfant, et puis qu'il y a eu plusieurs fausses couches, et puis que il y a l'âge qui est là, Mais le fait, parfois on me dit que les vacances, justement, il y a souvent des couples comme ça qui sont un petit peu dans un parcours du combattant sur le fait d'avoir un enfant, et puis il y a des choses qui se débloquent quand ils prennent des vacances, comme si le fait de lâcher un peu prise, d'être, c'est à ce moment-là que les vannes un peu s'ouvraient. Vous êtes parti un peu en vacances ? Non. Ouais, vous n'êtes pas parti. Non. Vous allez pas partir un petit peu ? En septembre, là, si. Ah, bah c'est formidable ça. Ça va vous faire du bien. Oui. À tout point de vue, ça fait toujours du bien les vacances. Ouais. Mais pour lâcher un petit peu, pour peut-être sortir de cette obsession, voyez, où vous êtes actuellement dans la maîtrise de tout. Ouais. C'est-à-dire que vous faites l'amour, oui, mais dans les périodes d'ovulation, vous calculez les règles, quand est-ce qu'elles arrivent, vite quand elles sont pas là, 2-3 jours, vite prise de sang. Enfin, ça devient, vous vivez plus quoi. Vous êtes tourné complètement autour de ça quoi. Bébé. Alors, en même temps, évidemment, Sophia, dans un sens, quand on veut faire un bébé, il vaut mieux. Et apparemment, vous connaissez bien votre corps, puisque ça a bien fonctionné jusque-là. Faire l'amour dans les périodes où vous êtes fertile. Hein ? Mais ce qui est bien justement en vacances, c'est que on a plus de temps, on n'est pas obligé de dire oh là là demain on doit se lever tôt, ou on peut, enfin on a du temps à soi, donc on peut faire l'amour à tout moment, fin de la journée, donc on se relâche aussi, on est moins sous tension et ça aide beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en dit votre gynécologue. Lui, évidemment, il est plus centré sur... Ouais. Mais c'est vrai que j'avais changé de gynécologue parce que il y a des gynécologues, les fausses couches, c'est un peu balayé comme ça, quoi. Hein, parce que psychologiquement, c'est quand même c'est difficile à vivre, une fausse couche. Hein. Et il y a des gynécologues qui, vous avez fait une fausse couche, on passe à autre chose, quoi. Mais là, le gynécologue que j'ai, il est quand même plus... il a tenu compte quand même de mon anxiété et tout, quoi, je trouve. Oui. Oui. Il m'a dit, c'est pas facile ce que vous avez vécu, je comprends. D'ailleurs, j'ai été le voir comme ça sans rendez-vous, quand j'ai eu du retard. Il m'a tout de suite reçu. Oui. Il comprend que c'est vraiment douloureux. Mais vous avez raison parce que pour certaines femmes, un retard de règles c'est presque un petit rond qui s'affiche sur un test comme ça urinaire, c'est déjà un bébé dans leur tête. Donc quand il y a une fausse couche, c'est même très très précoce, c'est un enfant qu'elles perdent. Hein. Donc il y a vraiment parfois un vrai travail à faire, et même dans des fausses couches qui sont précoces, parce que ça peut laisser des traces psychiquement. Donc être un peu accompagné. Bon, il y a des réactions qui arrivent pour vous au 39-21 et je vous propose que l'on accueille Sarah. Bonsoir Sarah. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Écoutez, j'étais en train d'écouter votre émission et votre auditrice... Sophia. Oui, c'est Sophia ? Oui, c'est Sophia. Ah, d'accord, j'avais pas entendu parce que le temps de vous appeler, j'ai pas pu écouter entièrement la conversation. Oui, écoutez, c'est vrai que ce sont des moments qui sont vraiment très très difficiles. Et je veux dire, elle a une chance. J'ai pu comprendre que son compagnon ou son mari était très très attentif et il était là et c'est très très important. Et c'est vrai que autant on souhaite avoir un enfant et bon,
quand on aime, et puis bon voilà, pour faire une petite famille, pour pouvoir vivre un peu comme tous les autres, mais surtout pour soi, et se combler intérieurement, et de voir que ça ne fonctionne pas. C'est vrai que c'est une situation qui est vraiment compliquée. Enfin, j'ai un peu vécu la même chose que Sophia, et ça a duré beaucoup d'années. J'ai fait aussi 3 fausses couches, et ça a été vraiment, vraiment compliqué, jusqu'à ce que notre couple a failli exploser. On s'est un peu séparés. Je vous raconte un peu mon histoire. Oui. Excusez-moi. On s'est un peu séparés, puis on s'est retrouvés. Et comment dire, on a laissé tomber cette histoire de bébé. Et puis, écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est arrivé juste à ce moment-là, tout seul. Ah bah dis donc. Oui, mais c'est très souvent que l'on voit des choses comme cela. Oui. Pardon, excusez-moi, je vous ai coupé, Caroline. Non, je vous en prie, c'est très souvent que l'on voit des choses comme ça. On le voit même parfois où des couples se tournent. Alors là, des couples qui ne parviennent pas même à être ou à concevoir un enfant, qui se tournent vers l'adoption au moment où finalement la procédure d'adoption, et c'est long une procédure d'adoption, arrive à son terme, où l'enfant, ou parfois donc ils ont l'agrément, ou parfois donc, parfois c'est important d'ailleurs, c'est au moment où ils ont l'agrément. Donc finalement, comme si cet agrément, il le vivait comme une libération, c'est-à-dire qu'on leur donnait vous êtes légitime, comme une forme d'autorisation, ce qui n'est pas le cas. Mais il y a quelque chose, comme si dans leur inconscient, ils vivaient comme s'il y avait une autorisation à devenir parents, et comme si quelque chose dans leur corps aussi se débloquait à ce niveau-là, et comme s'ils pouvaient à ce moment-là concevoir un enfant. Mais même dans la relation en elle-même, moi j'ai remarqué que ça avait complètement changé, parce que c'est vrai qu'il y a des jours bien précis, il y a des moments bien précis, mais ça devenait, vraiment, c'était de la mécanique. Pour un couple, ça doit être, le désir, oui. Voilà, on avait même plus l'impression je sais pas, à un moment donné, et j'avais une amie qui parallèlement vivait la même chose. Oui. Bon, on pouvait un petit peu en parler, mais franchement, au fond de nous-mêmes, c'était... Oui. Et donc, elle me dit, ça y est, c'était hier soir. Ah, dis donc, c'est passé. C'est pas le samedi soir, comme on dit, mais c'était... oui. Mais c'est dans les procréations médicalement assistées où on voit ça. C'est terrible, où l'homme est là, dans sa petite cabine, avec ses revues. Non, mais c'est vraiment... Le couple est vraiment mis à rude épreuve, Ouais, exactement. Moi, je sais pas, je pense que je pourrais éventuellement dire, c'est que je pense qu'elle a vécu 3 fausses couches déjà, là. Oui. Ouais. C'est faire un tout petit break, éventuellement voir quelqu'un pour se soulager de tout ça, parce que franchement, c'est très, très dur. Se retrouver elle-même. Pour se reposer peut-être un peu, même physiquement, psychologiquement et physiquement, aussi. Même parce que pouvoir soulager son entourage, son compagnon ou son mari de tout ça, et de se reprendre elle-même, et je pense que ça va causer une libération, et je lui souhaite de tout cœur que c'est ce qui se produira. Est-ce que vous avez pu en parler de ce que de la façon dont vous avez vécu ces fausses couches, Sophia? Oui, j'ai vu une psychologue pendant quelques mois. Oui. D'accord. J'en ai eu besoin parce que j'ai une déprime après. Ah oui. Ouais. Bon, alors peut-être que vous n'allez pas avoir besoin de faire une petite pause, comme vous le conseille Sarah, parce que peut-être finalement ce retard de règles va s'avérer être une grossesse. Mais je rejoins un petit peu Sarah, c'est-à-dire qu'à un moment c'est peut-être important de dire bon allez, on verra bien, on verra bien, et on laisse peut-être qu'on sort un peu du chronomètre, et on verra. Voilà, vous continuez évidemment à avoir se faire à être dans et puis à avoir des relations, à faire l'amour avec votre compagnon et tout ça, mais sans être axé sur à tout prix. Ça bloque tout quelque part. Je crois que le pire, c'est
excusez-moi, je crois que le pire, c'est quand je vois des femmes avec des bébés ou des femmes enceintes. Oui, mais bon, écoutez, il n'y a pas de raison, hein. Votre tour viendra, je vous souhaite de tout cœur. Merci beaucoup en tout cas, hein, Sarah, pour ces témoignages. Caroline. Merci. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Je continue de vous écouter. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors donc on a également alors il y avait Flo qui disait c'est vrai que l'angoisse peut aussi bloquer les règles, ça elle a raison Flo, trouver une technique pour vous déstresser. Bon, on a parlé le fait d'en parler, c'est bien. Il y a quelqu'un qui dit j'ai une amie qui est passée par tout pour tomber enceinte de 40 à 44 ans, puis elle s'est tournée vers l'adoption, autre parcours du combattant. Un autre message au 7 21 21 code de nuit qui dit à ce stade il est très important d'être zen et d'être à deux. Consulter un psy vous aidera à comprendre et prendre un peu de distance. Bon, c'est ce que vous avez fait. Un autre message qui dit avec votre conjoint, laissez faire la nature. Il n'y a rien de mécanique dans tout cela. Et on accueille Anne. Bonsoir Anne. Bonsoir Caroline et bonsoir Sophia. Bonsoir. Alors moi il m'est arrivé un petit peu la même chose, c'est pour ça que je voudrais encourager Sophia parce que pour moi ça s'est pas trop mal terminé. Je me suis mariée à 34 ans, je suis tombée enceinte tout de suite et là, premier œuf clair. Bon, ma maman tombe très très malade et je me dis c'est peut-être à cause de ça, c'est le stress, la contrariété, c'était compliqué. Et puis pendant 3 ans, plus rien. Et quand on me disait pense à autre chose, et ben Sophia devait répondre ce que moi je disais. Je disais toujours va dire à quelqu'un qui a très faim de penser à autre chose qu'à la nourriture. Voilà, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher d'y penser. 3 ans, c'est très très long, parce que justement, après j'arrive à 36 ans, et là, là j'ai mon premier bébé. Donc extraordinaire, il était très malade au début, mais ça s'est arrangé par la suite, et puis je retombe enceinte tout de suite. Et là, ma maman meurt, au moment où je retombe enceinte. J'ai un autre petit garçon, donc coup sur coup, j'ai 2 fils. Et après, je refais un œuf clair. Et j'étais déçue parce qu'évidemment, moi, l'idée, c'était d'en avoir plus. Mais de toute façon, après, je me suis séparée du papa, donc parce qu'il y avait de la violence envers les enfants, ce qui est assez rare. Mais à un moment donné, pendant les 3 années où il ne s'est rien passé, justement, on venait d'ouvrir un cabinet d'assurance, enfin, c'était compliqué. Oui. Et puis, ça n'arrivait pas, ça ne marchait pas. On essayait, mais bon, ça devenait vraiment pénible. Et puis je vais voir un médecin et il me donne toute une batterie de tests à faire. Ça, c'était avant la naissance du premier. Là, j'ai sauté un épisode. Donc plein de tests à faire. Et au moment où je dois faire les tests, j'annule parce que notre société d'assurance nous envoie en stage, mon mari et moi. Donc on part quelques jours, on revient. Et là, je me sens toute bizarre. Et je vais voir le médecin et je lui dis, écoutez, j'annule tous les tests. Mais il me dit, vous avez changé d'avis? Je lui dis, non, mais je crois que je suis enceinte. Et en fait, j'avais complètement occulté le problème pendant quelques jours. Et je suis revenue enceinte. Comme quoi, c'est vrai ce qu'on dit, quand on lâche, ça marche. Mais enfin, là, j'ai pas eu de balle parce que j'étais très très occupée par ailleurs par autre chose. Oui, mais c'est souvent comme ça. Hein. Ben voilà. Et finalement, ça a quand même marché. Donc, je lui dirais moi simplement de prendre son mal en patience, ce qui est extrêmement difficile parce que je pense qu'elle le fait déjà, ça. Oui. Hein, mais d'avoir un but, un projet ou une occupation qui libère de ça, voilà. Et ça peut arriver comme ça. Bah justement, je reçois un courriel là de Sandrine qui dit j'ai mis 4 ans pour être enceinte de mon fils. Mon mari et moi avons fait tous les examens, pas de problème. Nous avons fait la prise de température tous les matins, stimulation hormonale, plusieurs fausses couches, 4, beaucoup de retard de règles. Je suis tombée enceinte lorsque j'ai cessé de vouloir à tout prix avoir un enfant et un mois après, au mois d'août, je suis tombée enceinte. Il faut lâcher prise, ne pas se surveiller sans arrêt et la grossesse arrive alors plus facilement. Ouais, mais justement, ce qui est très dur, c'est de lâcher prise. Moi, on me le disait, pense à autre chose. Ah bah oui, mais pense à autre chose. À 35 ans, voilà quoi. C'est pas toujours. Mais évident, bon, quand on sait, vous savez que vous pouvez être enceinte. Regardez, on voit, enfin, je veux dire, vous avez 38 ans, c'est encore possible. Regardez, on voit beaucoup de. Alors, en même temps, on voit, il y a actuellement Laurence Ferrari, elle a 44 ans. Je sais plus comment Estelle Hallyday, elle a 44 ans. Je dis pas que c'est la règle générale. Hein. C'est vrai qu'en général, ça décroît. Mais regardez, Monica Bellucci, elle avait 45 ans quand elle a eu sa petite fille. Bon,
Et heureusement, je n'ai su qu'après que c'est vrai qu'avec l'âge, la fertilité décroît. Mais finalement, moi, j'ai eu mes enfants à 36 ans et demi, à 38 ans, donc voilà. Oui, donc c'est comme dit Catherine, vous avez un compagnon, vous êtes fertile, c'est un très bon début pour être maman. Et alors, c'est ce que je dis, par exemple, à des gens qui me disent « Oh, j'ai arrêté de fumer, j'ai rechuté ». Et bien là, c'est pareil. Je leur réponds toujours « Tu as rechuté, mais chaque fois un petit pas vers la victoire. Un jour, forcément, ça marchera. T'as arrêté une fois, 2 fois, 3 fois, la 4e fois, ce sera la bonne. Petit à petit, puisque tu as été capable, tu as pu le faire. Là, elle est quand même tombée enceinte 3 fois. Et là, j'espère qu'elle va mener à terme une grossesse. Oui, voilà. oui, je pense, parce que franchement, sur ce type de situation, en général, on donne effectivement un traitement qui permet une imprégnation hormonale et qui permet à la grossesse de tenir. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui envoie un message en disant « J'ai eu au départ les mêmes difficultés que vous et j'ai aujourd'hui 3 enfants. » Anna dit « Courage à vous après 4 fausses couches et ma fille a eu un an de délai. Ma fille a eu un beau bébé et elle attend son second. Bon courage et patience. » En même temps, un œuf clair, c'est pas vraiment comme une fausse couche parce que il faut subir une petite intervention pour le retirer. Un œuf clair, c'est un embryon qui s'arrête de grandir. Ça ne pousse plus. Donc il faut le retirer et ça, psychologiquement, c'est encore autre chose. Oui. Et moi, la première fois que j'ai fait mon œuf clair, le médecin m'a tapoté sur l'épaule en disant « Oh, c'est pas grave, vous recommencerez, vous êtes jeune. » Non, j'étais pas si jeune que ça, justement, et je m'attendais pas du tout, parce que c'était une visite chez le gynéco du 3e mois, donc je m'attendais... Mais c'est vrai que ça bougeait plus je me sentais plus malade depuis 2-3 jours, je sais pas, je me sentais bizarre. Enfin bon... J'y vais et il me dit, non, vous allez faire un œuf clair. Alors, je lui dis, qu'est-ce que c'est qu'un œuf clair? Je ne savais même pas ce que c'était. Il m'a dit, mais c'est pas grave, vous recommencerez. Enfin, il a pris ça un petit peu par-dessus la jambe. C'était désagréable. Mais après, il y a quand même l'intervention, le poids, on s'en passerait, quoi. Je veux dire, c'est pas pareil qu'une fausse couche. Hein. C'est pas mieux. L'un comme l'autre, c'est pas mieux, de toute façon. On va conclure avec merci beaucoup en tout cas. Voilà. Bon courage, merci beaucoup Anne pour ces encouragements. Moi aussi je vous embrasse. Et on va au revoir Anne. On va conclure avec Janine. Bonsoir Janine. Bonsoir Caroline. Bonsoir. J'écoute, ça fait un petit peu en différé parce que j'ai laissé le poste de radio. Mes enfants ont galéré, c'est ce que je disais, pour avoir un bébé. C'était très, très, très désiré de leur part à tous les deux. Il y a eu une première fausse couche, donc elles savaient qu'elles n'étaient pas stériles. Oui. Et puis, le médecin ayant conseillé, comme à tout le monde, oubliez, ne vous préoccupez pas. Ils sont partis en vacances et au retour, ma belle-fille était enceinte et elle a maintenant une très belle fille, j'ai une adorable petite fille de 17 ans qui va rentrer en terminale S, qui travaille très bien, qui est adorable. Qui fait votre joie, apparemment. C'est notre joie à tous. Oui, oui. Merci Caroline, je vous écoute tous les soirs, mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est vous entendre rire. Ah, oui. Écoutez, on va essayer, hein, si les témoignages, m'en donnent l'occasion. Merci beaucoup, Janine. Écoutez, donc elle rentre en terminale, là, votre petite fille. C'est l'année du bac. C'est l'année du bac. Ah, c'est une année importante, alors. Oui, une année importante. Ça a toujours bien marché. Je ne croise pas les doigts mais je pense que, d'après les professeurs, elles devraient l'avoir. Leur expression, ça a été les doigts dans le nez. Bon, eh bien, écoutez, alors on croise les doigts et puis ça devrait bien se passer. Elle veut faire pédiatre. C'est un beau métier. Beau métier. Je pense, oui. Je vous remercie infiniment. Merci Janine, Caroline. Merci d'avoir pris la peine d'appeler. Je suis fidèle de tous les soirs. Merci beaucoup de votre confiance. Je vous embrasse. Je vous embrasse Caroline, merci beaucoup. Au revoir. Sophia, j'espère que tous ces témoignages vous ont donné du baume au cœur. Ah oui, ça fait du bien. Parce que finalement, toutes ces auditrices qui ont témoigné nous montrent que ça a été des parcours un peu difficiles, que ce soit pour Sarah, pour Anne, Janine qui nous parlait de son fils et de sa belle-fille, et finalement cela a abouti.
Et puis les témoignages que l'on a eu aussi par courriel, par SMS, montrent que c'est vrai que parfois il faut de la patience et que c'est difficile quand on est effectivement dans ce désir et que on a l'impression comme ça que tout nous échappe, et que dans un monde où on pense tout maîtriser. Et c'est vrai que c'est compliqué puisque on maîtrise aujourd'hui, en tout cas dans nos sociétés occidentales, sa contraception pour les femmes qui sont bien informées, et malheureusement toutes ne le sont pas assez encore. Et donc on pense que quand on veut faire un bébé, ça va être pareil, qu'il suffit d'arrêter sa contraception et puis que ça va aller. C'est pas toujours aussi simple. C'est pas toujours aussi simple. Mais ce qui est très rassurant, comme beaucoup vous l'ont dit, c'est que il n'y a pas de problème de fertilité. Donc, ça c'est vraiment un point énorme, vous savez. Ouais. Vraiment, il faut vous accrocher à ça. Et puis un petit peu vous apaiser. Et puis vous bien profiter de vos vacances. Et puis qui sait, vous allez peut-être nous rappeler dans quelques temps, dans quelques jours, dans quelques semaines, en nous disant que il y a un bébé qui s'annonce. J'aimerais bien. Donc vous nous tiendrez au courant. Oui, sans problème. Je remercie tous les témoignages, à toutes les personnes qui ont appelé, et puis je vous remercie, Caroline. De rien, Sophia. Voilà. Au revoir. Benjamin Biolay, si tu suis mon regard. La sirène, c'est dans le... oui, d'accord, c'est dans la chanson. Ça fait un drôle d'effet. Je me demandais s'il y avait une alerte incendie qui se déclenchait à Europe 1 ou je sais pas, tu avais l'air inquiet, Fifi, donc je sais pas, je me disais ça y est, on va voir les portes se fermer, les portes incendie se couper dans le couloir, mais non, c'est je sais pas, c'est la première fois que j'entends moi, donc et c'est un petit peu surprenant. Alors des messages encore qui arrivent pour Sophia au 7 21 21 code de nuit. Flo qui dit: j'ai suivi pendant plus d'1 an comme vous un traitement et il faut vraiment beaucoup d'humour. J'ai tout envoyé balader. Bien, figurez-vous, le mois d'après, j'étais enceinte. Comme vous, à 38 ans. Et puis, on reste avec les bébés puisque j'ai reçu un courriel à l'instant d'une autre Sophia qui doit être à l'écoute et qui me dit: je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. Je vous avais téléphoné en fin d'année dernière lors des soirées enneigées. Je vous avais contacté pour savoir comment annoncer ma grossesse à mon compagnon. Je vous avais recontacté par la suite pour vous tenir informé de ma décision. Et finalement, j'avais mis un biberon à côté de son assiette à son retour à la maison. Je me souviens très très bien de vous, Sophia. Il était à l'aéroport et finalement, cette grossesse est arrivée de façon un peu... vous en parliez, mais elle est arrivée un peu vite et vous vous demandiez comment il allait le prendre. Et alors Sophia me dit: je vous annonce la naissance avec un peu d'avance, car la date prévue était le 12 septembre, d'Eina, j'espère que je prononce bien son nom, le samedi 28 août à 2h58 du matin, 2,9 kg, 48 cm. Elle est superbe et fait notre bonheur, une jolie petite fille couleur caramel. Vous me dites: je ne sais pas si je peux vous envoyer quelques photos par email. Non, là c'est pas possible, mais vous pouvez bien sûr envoyer un faire-part via la poste. Elle ajoute: merci aux auditeurs et à vous qui avez bercé mes nuits à la maternité. Et elle ajoute nous sommes comblés mais tellement heureux. Félicitations à Fabien, le papa, à vous, Sophia, et puis bienvenue à cette petite princesse. Et bien sûr, Sophia, vous pouvez appeler quand vous voulez le 39 21 pour nous parler de ces premiers moments avec votre petite fille. Merci en tout cas de nous tenir au courant comme ça. On est ravis de savoir que tout s'est bien passé. Et puis on change de registre, et si vous êtes sur la route et que vous croisez un camion jaune, sachez que c'est Olivier, le patrouilleur. C'est un fidèle de l'émission et qui nous écoute, et voilà, donc il travaille toutes les nuits et il est à l'écoute d'Europe 1. On accueille maintenant Frédéric. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Bonsoir. Je me permets de vous téléphoner. Je vous ai appelé plusieurs fois déjà.
J'ai un gros problème. Oui, c'est un problème pour moi. Je suis donc divorcé depuis 7 ans maintenant. Je n'ai pas eu de relation depuis 7 ans maintenant. Et j'ai l'impression d'être un petit peu... de pas oser aller vers les autres. J'ai essayé de me lancer sur Internet pour savoir... et paradoxalement, je me retrouve pas du tout dans ces sites où on peut faire différentes rencontres, mais donc j'aurais voulu avoir des comment, si vous voulez, des témoignages, oui. Peut-être que c'est à moi de faire l'effort aussi, je sais pas. Sur quel site, sont les cités, mais quel genre sur quel genre de site êtes-vous allé des sites de rencontres, quoi, oui. Par rapport à la gente féminine, si vous voulez, quoi. Mm-hmm. Donc ils sont tous connus, hein, je vais pas les citer. Oui. Mais et qu'est-ce qui fait que vous ne vous y retrouvez pas, Frédéric ? Je sais pas, c'est... ou alors j'ai du mal à me dévoiler, je sais pas. Oui. Et pourtant, au départ, si vous y êtes allé, c'est parce que la démarche vous paraissait plus facile que d'aborder en direct des femmes. Voilà, oui, il y a ça aussi peut-être, même, c'est sûr même. Et... Parce que depuis 7 ans, depuis votre divorce, quand vous me dites que vous n'avez pas eu de relation, c'est-à-dire que vraiment vous avez vécu sans replier, sur vous-même, sur le plan affectif, j'entends, sur le plan amoureux, vous n'avez même pas eu une aventure. Non, j'ai eu plusieurs problèmes. J'ai fait j'ai arrêté l'alcool, il y a tout ça qui s'est enchaîné. Mais depuis ce temps-là, oui, il n'y a aucune... et... Pourquoi vous dites j'ai arrêté l'alcool ? C'est-à-dire qu'à un moment, vous aviez... Non, mais j'ai eu des problèmes de... je suis abstinent depuis... maintenant, ça va faire... pratiquement 10 ans, et j'ai fait une rechute, et ça c'est très bien. Donc... ça, c'est énorme, déjà. Et là, j'ai l'impression de vivre un petit peu, d'hiberner, quoi, un petit peu, et puis d'être coupé complètement du monde, en fait. Je vais essayer de travail, et puis je rentre chez moi, et voilà, quoi, ça s'arrête là. Les week-ends sont un petit peu monotones, quoi. Et je me rappelle, mais ce qui peut paraître paradoxal, c'est que j'ai envie de sortir, j'ai envie d'aller voir des gens, parce qu'avec tous les problèmes que j'ai eu avec l'alcool, j'ai coupé plein de ponts avec des amis que j'avais et qui sont... j'arrive plus à faire la fête comme je faisais avant, donc il y a plein de choses qui se mélangent un petit peu, et puis... vous savez, le problème, Frédéric, c'est que... Je recherche, je sais pas, je recherche tout de suite une fin, c'est pas le... C'est pas le but en lui-même, il est pas là, si vous voulez. C'est j'ai une rencontre, mais il faut que les choses soient claires, qu'il n'y a pas d'ambiguïté entre nous. Moi, parce que vous parliez de site, c'est pas quelque chose de... c'est vraiment pour faire une rencontre, et voilà. Oui, j'ai compris. Mais si vous voulez, vous dites que au fond, vous vous êtes coupé aussi de vos amis. Vous êtes dans une assez grande solitude. Vous semblez être dans une assez grande solitude. Ouais, complètement. Mais vous savez, parfois le problème, vous avez fait un parcours qui vous a demandé beaucoup de courage par rapport à cette abstinence. La difficulté, je ne sais pas, vous avez dû être... je ne sais pas comment s'est fait cette prise en charge, comment vous avez été entouré. J'ai fait un sevrage dans un hôpital avec une structure, et puis je suis suivi par un psychologue. Et donc là, j'entame un sevrage de benzodiazépine également, donc... pour me séparer de tous ces travers de... D'accord.
Voilà, parce que si vous voulez, quand on consomme de l'alcool, c'est que l'on a des difficultés, c'est que parfois, il y a plusieurs cas de figure, mais il peut y avoir derrière un état dépressif. Donc, le fait d'arrêter l'alcool fait que on va retrouver aussi cet état-là, et donc c'est important vraiment d'être suivi, et puis parce que et d'être accompagné. Alors. Après, il y a tout un lien à renouer, à recréer, comme vous dites, une vie sociale, une vie amicale, un environnement. Il y a eu ce divorce aussi qui apparemment, je sais pas, vous a meurtri, parce que c'est pas rien de rester seul aussi comme ça. Ça vous a. Ouais, puis. Surtout par rapport à mes enfants, quoi. J'ai un petit peu zappé un petit peu toute leur enfance par rapport à... Avec ces problèmes-là. Avec ces problèmes-là d'alcool, quoi. Oui. Moi, j'ai ma fille qui a maintenant 19 ans et mon fils 15 ans. On se retrouve un petit peu, on est en train de se retrouver là, donc ça fait quand même... mais c'est vrai que il y a carrément une dizaine d'années où c'est le flou artistique. Enfin, moi, j'ai aucun souvenir. Eux en ont certainement plus que moi. Enfin, peut-être pas dans le bon sens, mais déjà, si je pouvais déjà évacuer tout ce truc, enfin, tous ces... Enfin, je sais pas si c'est la bonne solution également, si... je ferais bien leur en parler un petit peu aussi de ce... Comment ils ont vécu ça. Il y a beaucoup de... Je me pose des questions aussi par rapport à ça. Pourquoi ne pas leur en parler ? À 19 et 15 ans, vous pouvez ? Ouais, mais c'est pareil, là j'ai un blocage. Vous avez peur ? C'est pas que j'ai peur, c'est que Est-ce que vraiment ça les intéresse ? Est-ce que je crois ça les concerne, oui. Enfin, ça fait plus que les intéresser. Ça fait plus que les intéresser. C'est-à-dire qu'il y a un non-dit entre vous, et certainement qu'au fond, vous le dites, au fond, vous vous en voulez d'avoir, vous dites zapper une partie, et vous pouvez dire. C'est important de pouvoir mettre des mots là-dessus, de dire que, vous voyez, vous êtes en train de recréer un lien avec eux, et ils sont à même de comprendre, même si ça laisse des traces, tout cela, évidemment, mais d'expliquer qu'au fond, il y a une période de votre vie où vous étiez très mal, et que l'alcool est venu pallier certaines difficultés, et que vous avez bien conscience que vous n'avez pas pu être là à des moments où ils avaient besoin de vous, et de dire... De laisser ouverte la porte, c'est-à-dire de les laisser parler. C'est mieux que... ils ont certainement des choses à dire. Vous verrez bien. Après, s'ils n'en parlent pas, ils n'en parlent pas, mais vous pouvez laisser une porte ouverte. S'ils ne veulent pas en parler, peut-être parce qu'ils ne veulent pas vous blesser, parce que c'est pas le moment, parce que bon... Mais qu'ils sentent qu'il y a une possibilité d'en parler avec vous. Oui, je trouve que oui, c'est une bonne démarche. Je ne sais pas ce qu'en pense votre psychologue, vous pouvez en parler, c'est la personne qui vous suit. Elle me parlait, elle tenait les mêmes propos que vous, en fait. C'était, si eux veulent faire la démarche, Oui, mais ils feront d'autant plus la démarche que vous leur laissez une porte ouverte. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Parce que je réagissais au fait, quand vous disiez, je ne sais pas si ça les intéresse. Forcément, il s'agit de leur vie. Oui, je sais bien, je comprends bien. Vous êtes leur père, donc ça fait partie de leur vie. Peut-être que au moment où vous allez, amener l'échange, la discussion avec eux sur ce terrain-là, vous aurez le sentiment qu'ils n'ont pas l'air intéressés, ou que ça tombera pas dans l'oreille d'un sourd, ne vous l'aurez pas. Mais peut-être qu'ils n'embrayeront pas, comme on dit. Ouais. Mais peut-être que ça reviendra plus tard. En tout cas, ils sauront que c'est pas tabou, qu'on peut en parler. Qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à en parler, alors qu'il y a quelques années, vous ne pouvez pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Non, je pouvais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Frédéric, c'est au contraire, vous leur montrez que de toute épreuve, on peut s'en sortir.
Alors évidemment, ça laisse des traces parce qu'avoir un parent qui est fragile, qui a été fragile psychiquement, qui n'a pas pu être présent, qui a été aux prises avec l'alcool, je vais pas vous dire que sur des enfants ça laisse pas des traces, mais que ce parent après puisse dire oui, je sais que voilà, et puis pouvoir laisser la porte ouverte et dire aujourd'hui j'en suis sortie, finalement je fais un travail sur moi et puis on peut en parler. Ça montre aussi aux enfants que rien, il n'y a pas de fatalité. Et que vous pouvez entendre et que voilà, vous n'êtes pas un père faible et qu'il faut toujours protéger. Ouais. Vous voyez, il y a quelqu'un qui dit mon père a arrêté de boire. Je retrouve un homme nouveau, je suis fière de lui et je lui dis. Alors bravo Frédéric, vous avez tout gagné. Ouais, même quitte à ce que j'en prenne plein la figure, peu importe. Hein. Moi, je pense pas que vous en prendrez plein la figure parce que vous êtes en train de recréer un lien avec eux, mais en tout cas, ils sentent qu'ils peuvent. En tout cas, ça veut dire que si effectivement il peut y avoir des mots peut-être un petit peu où il y a des mots un peu agressifs et tout, ça veut dire, vous avez raison, ça veut dire qu'ils peuvent aujourd'hui vous sentir suffisamment fort pour entendre certaines choses et donc ne pas vous protéger. Ouais. Parce que j'ai l'impression que c'est ma fille joue ce rôle-là. Ah, c'est une fille en même temps, hein, Frédéric. Ouais. C'est une fille. Donc les filles sont souvent plus protectrices vis-à-vis de leur père. Oui, tout à fait, ouais. Il y a aussi ça. Mais c'est bon signe si au contraire vous laissez la porte ouverte. Donc bon, il y a quand même sacrément des choses qui bougent pour vous. Maintenant sur le plan des rencontres, alors il y a déjà des réactions qui arrivent. Il y a Maurice qui dit attention, les sites de rencontres sont parfois traîtres. Il y a quelqu'un qui dit vous pouvez sur le net rencontrer des gens nouveaux. Et puis pour vous des femmes donc sur autre chose que sur des sites de rencontres, je pense que cet auditeur ou cette auditrice veut dire par rapport à des centres d'intérêt. Il y a selon ce que vous aimez, vous pouvez aussi aller sur des forums de discussion, je pense des choses comme ça, qui peut-être permettent de lier connaissances de façon, voyez, où c'est moins d'emblée la rencontre, on prend un verre, on voit si on se plaît ou pas, c'est peut-être un petit peu plus en douceur. Il y a quelqu'un qui dit Ninou, les sites de rencontres organisent parfois des soirées pour leurs membres. Pourquoi ne pas s'y intéresser ? Et puis, je sais qu'il y a aussi beaucoup d'auditeurs qui disent que, parlant de soirées comme ça, que beaucoup d'auditeurs ont parlé de onvasortir.com, qui était pas mal fait, où il y en a dans toutes les villes qui organisent, où c'est pas vraiment pour se rencontrer. C'est-à-dire, ils organisent des sorties et ça permet que ça à des gens de se rencontrer. On va en continuer à en parler après le journal, hein, d'accord ? D'accord. On aura un petit peu de musique et puis on va continuer à se parler. Donc ne raccrochez pas, Frédéric. Entendu, merci. La nuit se poursuit sur Europe 1 avec tous vos témoignages au 39 21, toutes vos réactions par SMS au 7 21 21 code de nuit et par courriel sur le site europe1.fr.
puis Libre Antenne. Nous allons écouter un petit peu de musique et puis tout de suite après, nous retrouverons Frédéric. Et si vous voulez vous joindre à nous, c'est très simple puisque nous sommes en direct. Vous composez le 39 21. À tout de suite. Angus et Julia Stone, Big J Plane. Des messages qui arrivent pour vous, Frédéric. Vous êtes là, Frédéric? Oui. Des messages qui arrivent pour vous au 7 21 21 code de nuit. Marie qui vous dit il faut que vous ayez confiance en vous et que vous en parliez à vos enfants. On vient sur ce que vous disiez, finalement la question que vous posiez, est-ce que vous pensez que je peux vous parler un petit peu de mon parcours, enfin la façon dont eux ont vécu vos difficultés lorsqu'ils étaient enfants. Et puis quelqu'un dit mon père serait abstinent, je n'aurais été très fière. Vos enfants peuvent comprendre. Christophe dit parlez à vos enfants, faites cet effort, c'est avec eux aussi que vous avancerez. Salomon dit Frédéric, en parler avec vos enfants leur permettra de mieux vous connaître et de vous voir tel que vous êtes, courageux, généreux, fort et guéri. Finalement, tout bénéfique pour vous. Et il y a également Coco, alors là, qui dit par rapport au fait de comment faire des rencontres, elle dit essayez de voir d'après vos centres d'intérêt, peut-être de vous orienter vers des associations sportives ou autres, en fonction de ce que vous aimez. Je ne sais pas, quels sont vos centres d'intérêt? Le sport, et puis oui, le sport en général, oui, et puis les cinémas, les lectures, autres. Oui, donc c'est étendu. Ouais. Il y a Domi qui dit, il y a un site de loisirs qui s'appelle Ami. Alors, Ami IES ou Ami IEZ, elle ne doit pas très bien savoir, .fr. Et c'est gratuit, apparemment. Elle dit, ça va du resto à la randonnée ou à la danse. Enfin, Domi dit, on trouve toutes les activités. Donc, vous voyez, des sites comme ça, comme onvasortir.com, où je vous disais, il y en a dans toutes les villes. C'est-à-dire que c'est pour des gens, au départ, qui se sentent un peu seuls. Et alors, ils proposent des sorties. Ça peut être effectivement des restaurants, des randonnées, des visites de musées, après, voilà, c'est toujours pareil. On peut sympathiser avec telle ou telle personne, avec un petit groupe, se faire des amis et après se voir en dehors. Oui, correspond. Ouais. Et puis, plus si affinité, c'est toujours pareil. Non, mais déjà s'ouvrir un petit peu sur le monde. Voilà, s'ouvrir, sortir de sa carapace, se faire un petit réseau, un petit groupe, et du coup, en rencontrant des gens, en liant connaissance, puis peut-être en se liant d'amitié. Après, on élargit un petit peu son cercle. Et du coup, on est un petit peu invité, on invite et ça permet de rencontrer et en rencontrant plus de monde, on a plus d'opportunités de rencontrer quelqu'un un jour qui peut vous plaire. Plus évidemment que si vous restez toujours dans votre travail est chez vous. Hein. Ouais, puis au moins retrouver une vie sociable. Voilà. Une vraie. Voilà quoi, c'est ce que. Oui. C'est vraiment ce que je recherche. Bien sûr. Apport, quoi. Oui. Alors d'ailleurs, ces conseils sont valables pour Marie parce que elle nous envoie un petit courriel en disant il ne faut pas que Frédéric pense qu'il est seul dans son cas. Je suis dans la même situation après le décès de mon mari il y a 10 ans. Je travaille à temps plein, j'élève seul mes 3 enfants. Ils avaient alors 7 ans et 2 ans. Je n'ai vraiment pas eu le temps et l'opportunité de rencontrer quelqu'un depuis. Je pense malheureusement que nous ne sommes pas des extraterrestres dans ce monde de brut. Il faut se consoler en se disant peut-être que seul on est libre de vivre sa vie exactement comme on l'entend. Je suis comme lui, les sites internet, ce n'est pas mon truc. Alors quelle autre solution, Caroline, me dit Marie. Bon, alors c'est encore différent, hein. C'est vrai qu'après un décès avec 3 enfants, un travail à temps plein, évidemment, ça laisse très très peu de temps
de libre. Et puis, il faut vraiment, il y a le temps du deuil, il faut se reconstruire. Mais en même temps, j'ai envie de dire à Marie, c'est important que déjà elle songe à se dire, voilà, qu'il y a peut-être autre chose et maintenant du temps pour elle et pour envisager une vie à elle et une vie de femme de nouveau. Donc, il y a aussi la possibilité de rencontrer autrement que sur Internet, mais ça suppose de se ménager un peu des plages. Et c'est vrai que c'est compliqué quand on est seul à charge de famille. Alors ça peut être par le biais, ça peut être un petit peu, puisque les enfants là aujourd'hui ont grandi, ils ont 17 et 12 ans, peut-être même si c'est 1 heure, 2 heures par semaine, trouver un petit peu par le biais d'une association, d'un centre d'intérêt, un moment où... Moi j'ai l'impression qu'il faut que je me bouge, quoi, qu'il faut que... Ça c'est certain, parce que il faut un petit peu casser la routine. Parce que il faut que je fasse des efforts, il n'y a pas... Mais je vous dis, oui, alors je sais pas si je me suis peut-être trompée en donnant le site parce qu'il y a Amélie qui vient d'appeler en disant c'est onvasortir.com. Je me suis peut-être trompée, et qui ajoute c'est pas un site de rencontre amoureuse mais c'est pour partager des loisirs. Et c'est peut-être pour Marie aussi parce que là c'est pas, vous voyez, c'est pas le côté rencontre d'emblée, on se plaît, tu me plais, là je mesure un temps et ça permet de se créer un petit réseau, de peut-être s'organiser. Je vous dis, ça dépend de... Bon, ça peut aller du resto, de la visite, de la randonnée. C'est selon... ils vous proposent de multiples activités, selon vos goûts. C'est, paraît-il, pas très onéreux. Enfin, il y en a pour tous les budgets. Et dans la ville où vous êtes, ça vous permet de rencontrer des gens. Il y en a avec qui vous aurez des affinités, d'autres non. Et puis, de créer des liens et de les voir un peu à l'extérieur. Et voilà. Oui, et puis de partager des petits moments, petits moments, des petites comme ça bulles d'oxygène, et ça c'est important. Et j'ai mes enfants enfin surtout ma fille qui ressent bien ça, qui voit bien que j'ai bien, quoi. Elle me pousse à sortir alors que bon. Mais c'est bien parce que vous savez, les enfants, vos enfants ont besoin aussi de vous sentir. Et déjà vous avez fait un immense enfin c'est énorme quoi le chemin que vous avez parcouru, mais quand elle vous pousse à sortir, c'est que certainement elle sent aussi encore cette solitude, et puis elle aimerait certainement peut-être vous voir entourée, et donc elle sent peut-être qu'il y a encore un peu de tristesse et de... Voilà, donc les enfants ont besoin de sentir que vous dites qu'elle est protectrice avec vous, que leurs parents vont bien, et c'est vrai que ça serait pour elle de sentir que vous avez des amis, que quand elle vous appelle, vous n'êtes pas seul. Si elle vous appelle et que vous êtes, je sais pas, au restaurant avec des amis ou en train de dîner chez des amis, ça lui ferait certainement plaisir. Ouais, je crois que c'est un tout ça. Oui, mais ça va venir. Vous savez, vous avez franchi tellement de paliers. Il fallait déjà sortir de tout ça. Vous êtes en train de renouer des liens avec vos enfants. Vous êtes en train, c'est bon. Il faut, vous voyez, c'est vraiment des paliers successifs comme ça. Donc aujourd'hui, à un moment, l'alcool avait tout envahi. Il pouvait plus rien avoir autour. Ah non, vous pouviez plus avoir aucune vie sociale, aucun rien. C'était vous, et quand on est dans une telle dépendance, il n'y a plus que l'alcool qui existe. Oui, c'est ça, complètement. Donc petit à petit, vous êtes libéré de cela, donc vous êtes de nouveau dans la relation à l'autre. Voilà. Je vous remercie, Caroline. Mais je vous en prie. Et puis merci pour tous les témoignages, et puis chapeau à votre émission, parce que j'écoute pratiquement tous les soirs, et ça fait... Bon, c'est vrai qu'il y a des témoignages qui sont un petit peu des fois bouleversants, mais ça fait avancer les choses, enfin c'est touchant à chaque fois, mais bravo quoi. Je voulais tenir à vous féliciter quoi. Puis merci encore. C'était émouvant de vous entendre en tout cas.
Plein de belles choses à vous, Frédéric. Merci de votre confiance. Au revoir. Au revoir. Hangar, version originale. Ah ben Nino est content. Il dit, je découvre plein de nouvelles chansons que je ne connaissais pas avec cette émission. C'est chouette. Eh bien, écoutez, faut remercier la programmation musicale. J'en profite pour dire, il faut pas engueuler Fifi quand les chansons vous plaisent pas. Il n'y est pour rien. Parce que parfois je reçois des SMS, elle est pas top la musique ce soir, qu'est-ce que nous passe Fifi? Mais il vient pas avec ses vieux 33 tours, je vous assure, c'est pas lui qui s'occupe de la musique, il y a des personnes européennes qui sont là pour ça. Et alors même chose, vous dites bravo Fifi, j'adore la programmation. Qui c'est qui s'occupe de la programmation musicale ce soir? C'est Bertrand Rutilly. Voilà, c'est le monsieur qui s'occupe de la musique sur Europe 1, Bertrand Rutilly, que l'on salue. Alors il y a Cathy qui dit justement à propos de la difficulté de faire des rencontres, elle dit quel dommage de ne plus tenir salon comme au 18e, au 19e siècle, parce qu'au 10e siècle on tenait pas salon. Alors Cassandre, elle dit moi je vous conseille l'université pour tous, ça rebooste, on apprend, on échange et on rencontre. Belle idée, Cassandre, très très belle idée, c'est vrai. J'en parle jamais et pourtant c'est une très belle chose. D'abord parce que vous avez raison, on apprend et on n'est jamais assez curieux, on ne sait jamais assez de choses et c'est un lieu d'échange et de rencontre. Et donc, toutes les villes n'ont pas cette possibilité-là. Il faut des villes universitaires, mais quand on a la chance d'être dans une ville universitaire, se renseigner. En tout cas, Coco dit chapeau à ce monsieur pour son courage. Cyril, lui, m'envoie un courriel. Dis donc, les sites dont on a parlé, il y a aussi des pastas partie. Cyril est à Lille et ils ont récemment fait un repas entre célibataires autour d'un plat de pâtes. Et puis Tistucat, lui, est dans le Nord. Et il dit c'est vrai que c'est pas facile de se reconstruire après un divorce. Il dit j'ai testé, on va sortir.com et il dit l'ambiance est très sympa. Alors vraiment bon courage à Frédéric. Allez, on va accueillir tout de suite Marie-Claude. Bonsoir Marie-Claude. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Alors moi je voulais vous parler du problème d'alcool aussi parce que moi c'est mon mari qui est alcoolique. Oui. Et ce qui se passe, c'est que au fil du temps, ça a commencé par les insultes, après ça a été la violence, et puis il s'en est pris aussi à mes enfants. Et j'ai décidé de porter plainte et d'entamer une procédure de divorce. Oui. Mais là, j'en vois pas le bout. De la procédure ? De la procédure et puis des plaintes. Parce qu'en fait, je m'aperçois que, contrairement à tout ce qu'on dit, que les femmes battues sont plus protégées, et je m'aperçois que c'est pas vrai du tout. Oui, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous arrive, Marie-Claude ? C'est-à-dire que la première plainte a été prise en compte et mon mari a été condamné à 2 mois de prison avec sursis, mais il n'y a pas eu d'éloignement de demander, c'est-à-dire qu'il est toujours au domicile. Oui. Ensuite, la deuxième, est restée au placard parce que quand il a été convoqué, il a dit qu'il se rappelait de rien. Voilà. Mais alors, attendez, la première plainte a donné lieu 2 mois avec sursis. C'est étrange comme peine de 2 mois avec sursis. Parce que, qu'est-ce qui s'était... c'est-à-dire, il y avait eu des coups et blessures ? Oui. Et c'est curieux qu'il y ait du sursis pour coups et blessures parce que vous aviez des certificats, vous aviez oui, j'ai même eu plusieurs jours d'ITT. Oui. Et ça a été reconnu quand même puisqu'il il a quand même pris 2 mois, mais oui. Voilà, oui, mais pas d'éloignement et
Donc, ça veut dire que concrètement, vous continuiez à vivre ensemble ? Ah ben, on continue toujours à vivre ensemble. Mais c'est surréaliste. Oui, tout à fait. Là, en plus, suite à la procédure de divorce, il doit quitter le domicile. Il aurait dû quitter le domicile. Il veut pas. Donc, il est toujours là. On sait déjà que dans un couple où il n'y a pas de violence, le moment où avant que la procédure, enfin que le divorce soit prononcé, la cohabitation c'est infernal, enfin c'est souvent infernal. Quand on sait qu'on va divorcer, vivre sous le même toit, c'est extrêmement compliqué. Donc, en plus, quand il y a de la violence, c'est même pas envisageable. Alors, quand vous dites qu'il aurait dû quitter le domicile, c'est-à-dire que c'est une décision de justice qui lui a demandé de quitter le domicile ? Suite à ma demande de divorce, oui. Pourquoi ce n'est pas appliqué ? Ah ben voilà, c'est ce que j'aimerais savoir. Voilà, alors là j'essaye de savoir, j'ai essayé de savoir auprès de mon avocate. Alors elle m'a dit de changer les serrures, mais bon, c'est pas, ou alors faire intervenir la police. Moi, la police, je l'ai déjà fait intervenir avant, suite au coup. Mes enfants n'en peuvent plus parce que bon, avoir la police sans arrêt à la maison. Oui. Quel âge ont vos enfants, Marie-Claude ? Ils sont adultes maintenant. Oui. Et en fait, ce sont eux qui me protègent, quoi. Ce sont eux qui s'interposent entre votre mari et vous. Voilà. En fait, c'est ce que j'ai dit à mon avocate, et puis ce que j'ai dit aux policiers. S'il n'y avait pas mes enfants, je suis sûre que je serais plus là. Mais c'est pas grâce à la justice du pays que je suis encore là. Oui, parce qu'il est vraiment, quand il s'alcoolise, il est vraiment très violent. Oui, très violent, oui. En fait, on a l'impression qu'on n'est plus devant la même personne, quoi. Mais, et quand vous dites que votre deuxième plainte n'a pas été prise en compte parce que lui dit ne pas se souvenir, je ne comprends pas bien. Ben moi non plus, j'ai pas bien compris. C'est ce qu'on m'a dit à la police. On m'a rappelé suite. J'avais déposé donc la plainte. Oui. On m'a rappelé. Là, j'ai su que lui, à son tour, avait été convoqué suite à ma plainte. Oui. Mais que après, c'est le parquet qui l'a pas prise en compte. Qui l'a classé sans suite. Ben écoutez, je sais pas où ça en est. J'arrive pas à savoir où ça en est. Mais parce qu'il y avait quand même eu, c'est d'autant moins incompréhensible qu'il y avait déjà eu un précédent, une peine, puisqu'il y a déjà, c'est de la récidive, puisqu'il y avait déjà eu 2 mois avec sursis. Oui, c'est donc ce qu'on m'avait dit à l'époque quand j'ai porté ma deuxième plainte. La deuxième plainte, c'est parce qu'il y avait eu de nouveau des coups et blessures. Non, c'était des menaces de mort. Ah, c'était menaces de mort. D'accord, mais menace de mort alors que déjà il avait été condamné pour coups et blessures. Oui. Donc ça paraît d'autant plus incompréhensible qu'il n'y ait pas. Alors évidemment, qu'il nie, on peut comprendre puisque il n'y a pas de raison qu'il s'accuse. Oui, c'est dans son intérêt. C'est dans son intérêt, mais c'est d'autant plus incompréhensible que ça soit classé sans suite. Vous êtes sûr que c'est classé sans suite? Qu'en dit votre avocate? Justement, on dit rien. Et oui, mais vous êtes peut-être mal conseillé, hein? Oui, je pense aussi. Ouais. Là, c'est moi, l'avocate, je lui avais transmis ma plainte. Elle m'a dit qu'elle avait déposé, et je sais que la police l'a déposée aussi. Oui, ça a été transmis donc. Voilà, ça a été transmis au parquet. C'est la police qui m'a tenu au courant. L'avocate m'a rien dit, mais c'est la police qui m'a tenu au courant. C'est-à-dire que à partir du moment de toute façon où vous déposez une plainte, il est normal que la police fasse suivre votre plainte. Après, effectivement, ça peut être classé sans suite par le procureur. Mais votre avocat doit vous tenir au courant. Voilà, oui. Donc, qu'est-ce qu'elle vous en dit? Ah bah oui, mais votre avocat est censé, je veux dire, elle représente vos intérêts, donc c'est quand même, écoutez, c'est à elle de vous informer là. Vous voyez, êtes-vous bien représenté? Je
je ne pense pas. Alors, on m'avait conseillé aussi d'en changer. Moi, j'avoue qu'à l'époque, déjà, faire toutes ces démarches... Elle est spécialisée un peu en droit de la famille, parce qu'il y a des avocats qui sont plus... Enfin, bon, déjà en droit de la famille, et puis il y a des avocats qui, en plus, connaissent malheureusement bien ces problèmes de violence. Hein. Ben, oui, justement, et elle m'avait été conseillée quand j'ai déposé ma première plainte. Elle vous avait été conseillée par une association ? Oui. Ah. Bah, ça vaudrait le coup de contacter l'association. Oui, c'est ce que j'essaye aussi de faire. Oui. Oui. Bah oui, peut-être. Hein, justement, je voulais leur signaler parce que moi j'ai de la chance en plus, j'ai de la chance quand même d'être entourée, mais je pense aux femmes qui sont toutes seules, qui travaillent pas, et je me dis que c'est insurmontable. Ce qui se passe, c'est vraiment insurmontable. Oui. Et je comprends qu'il y en ait qui arrêtent tout, parce que moi, si j'avais pas été soutenue et si j'avais pas promis... Parce que... Allô, Marie-Claude ? Marie-Claude, vous êtes là ? Ah, ça a coupé net. On a un problème. Elle est sur un portable, Marie-Claude ? C'est un portable, assez bas ou... Oui, c'est un portable. Donc apparemment c'est un problème de batterie. Il y a Christophe qui envoie un petit SMS au 7 21 21 code de nuit qui dit il faut absolument faire une lettre recommandée au juge des affaires familiales. Alors je pense que c'est par rapport à l'affaire de divorce. Par rapport à l'histoire des... Quand on porte plainte pour être peut-être sûr qu'il y ait une... Enfin, pour être informé, normalement, il y a constitution de plainte... Il y a porter plainte, avec constitution de partie civile, pour être sûr au moins d'être informé de la suite du dossier. Enfin, normalement, c'est le rôle de l'avocat d'être... de conseiller. Prune dit votre situation est invivable. Il doit partir, alerter votre avocate et la police, courage à vous. Alors, Marie-Claude nous disait bien que la police était informée, que la police disait changez les serrures. Oui, changer les serrures, mais c'est... On voit bien encore que finalement, on a bien dit, on va tout mettre en œuvre cette année 2010 pour que les violences conjugales, ça va être l'année où on va tout faire pour lutter contre les violences conjugales, mais on se rend compte, et c'est vrai que c'est un problème très complexe, il faut reconnaître que c'est un problème extrêmement complexe, mais on se rend compte que sur le terrain, c'est changer les serrures. Marie-Claude nous le disait, si elle n'avait pas ses enfants qui sont adultes, elle se sentirait très démunie. En l'occurrence, là, il y a quand même des condamnations pour coups et blessures, mais il n'y a pas eu éloignement du domicile de demander. Au fond, la justice a demandé un éloignement. Il devait quitter le domicile à telle date, mais cet homme décide de rester, et puis c'est pas appliqué. C'est-à-dire que lui, il est là et on me dit il est là et comment faire, comment le faire partir, c'est-à-dire entre le moment où la justice dit oui il doit partir, qu'est-ce qu'elle peut faire Marie-Claude, le mettre dehors de force, oui changer les serrures, mais face à un homme violent tout ça est très compliqué. Donc on se rend compte que entre ce que l'on décide et mettre en œuvre l'application des décisions, il y a un monde malheureusement, et entre-temps, il y a des femmes qui meurent, donc c'est très compliqué. En tout cas, malheureusement, on a essayé de la joindre et visiblement Marie-Claude ça sonne occupé. Alors Marie-Claude, si vous nous écoutez, si vous avez rebranché votre radio, raccrochez, on va vous rappeler. Mais cela dit, parfois quand il y a des problèmes de batterie, ça sonne aussi occupé. On a déjà eu ce problème. Bon, on va passer un peu de musique et on va essayer de la rejoindre. À tout de suite. Raoul Paz avec Camille Carnaval. Bertrand Rutellier va être content ce soir. Léonie me dit bravo pour la musique, j'ai envie de danser dans mon lit. Merci au programmateur. Alors on n'a pas réussi à joindre Marie-Claude, toujours occupée.
y a quelqu'un qui me dit cas semblable, 3 mois avec sursis pour coups et blessures, avec graves séquelles pour ma sœur. C'est Coty qui nous dit ça. Et puis, Petite Plume dit ça me paraît surréaliste, changer peut-être d'avocat. Ceci étant, il y a 1 an, j'ai déposé une plainte qui s'est volatilisée. Pourtant, lorsque c'est classé sans suite, on est informé. Un autre message qui dit certains avocats font traîner, c'est meilleur pour leurs finances. Et un message qui me dit incompréhensible cette histoire de perte de mémoire qui innocente cet homme. Demain je braque un casino, je m'en souviens pas. Et trop cool, je dis que c'est pas moi. On va accueillir... Ah oui, il y a Salomon qui dit attention, les enfants ne doivent pas servir de garde-fou. Et oui, Marie-Claude nous disait que c'était ses enfants, certes adultes, qui la protégeaient, mais c'est vrai que ça les met dans une situation vraiment impossible. D'autant qu'on peut penser que cette situation dure depuis un moment, puisque Marie-Claude nous disait que son mari a un problème d'alcool, qu'il y avait de la violence, qu'elle a fini par demander le divorce, mais que cette situation devait durer depuis un moment et certainement depuis des années. Donc tout ça, évidemment, très lourd pour Marie-Claude, mais n'est pas sans conséquences non plus pour les enfants. Un autre message qui dit « Courage à vous, Marie-Claude, la justice ne vous aide pas ainsi qu'elle le devrait. Votre avocate ne peut-elle informer le juge du non-respect des procédures ?» Si, oui, elle le devrait normalement. Donc ça, c'est à suivre. En tout cas, comme voulait le faire Marie-Claude, cette avocate lui a été recommandée par une association qui s'occupe apparemment de violences conjugales. Il est important que Marie-Claude se mette en contact avec cette association. Bonsoir Cécile. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Alors vous voulez revenir sur le témoignage de Frédéric. Oui, j'avais trouvé intéressant, notamment ce qu'il disait au début, à savoir que les sites de rencontres, ne lui convenaient pas. J'ai bien noté ça. Oui. Et moi, j'avais voulu déjà par curiosité aussi en faire l'expérience. Et effectivement, moi, j'ai pas réussi d'abord à avoir de rencontres, même en direct. Et puis, j'ai vraiment découvert des gens, des gens incorrects, avec d'emblée une vulgarité, avec le souhait d'une familiarité immédiate, à moi qui ne me convient pas, parce que je trouve que c'est tout à fait illusoire. Quand vous les avez au téléphone ou dans les... non, déjà, faut bien un début, il faut commencer dans l'écriture. Oui. Mais déjà, il faut avoir un début quand même avec une certaine qualité quand même. Faut quand même avoir et dans l'écriture, déjà, il y avait de la vulgarité. Ah oui. Ah oui. Alors moi, déjà, je suis d'emblée intolérée parce que je dis vous. Ah oui, on se tutoie dans ces sites. Oui, mais je ne vois pas, je ne sais pas qui a donné l'ordre de pourquoi le vous n'est pas toléré. Parce que pourquoi il faut systématiquement être dans le tu. Le tu n'apporte rien n'apportera pas plus de proximité, donc je trouve que le vous, c'est naturel. Je suis d'accord avec vous. Pourquoi ça se fait comme ça ? Pourquoi effectivement sur les sites de rencontres on doit se tutoyer ? C'est la règle en quelque sorte. D'une manière relationnelle, dans tout le relationnel virtuel. D'accord, on se tutoie. De vous d'emblée. Alors, mais quel que soit l'âge finalement, parce que on peut comprendre que selon les générations, des plus jeunes vont se tutoyer, mais c'est d'emblée. Et si on dit vous, spontanément, naturellement, l'autre est complètement perturbé, parce que c'est le tu qui, donc on passe d'emblée pour quelqu'un de, je sais pas, mais moi je suis très très surprise. Parce que c'est vrai que dans la vie, selon à moins d'être très jeune, mais on ne se tutoie pas d'emblée. Mais c'est ce que je dis. Mais oui, mais on me dit, mais dans le virtuel, c'est comme ça. Donc d'accord, c'est la règle. Voilà, c'est comme une règle et il faut donc s'y plier pour être un bon internaute, sur un plan relationnel. Mm-hmm. Voilà. Et puis donc après, il y a quand même beaucoup de vulgarité. Quand il n'y a pas de la vulgarité, il y a donc tout de suite du fantasme,
Moi, j'ai vu une fois quelqu'un m'envoyer tout un CV, aussi tout un CV, mais sur un plan à la fois professionnel et sur un plan affectif, quoi. Donc là, j'ai dit, mais je suis pas une agence ni d'emploi ni de casting, enfin, mais vraiment, c'est je suis très très surprise, quoi, parce que moi, j'ai pas obtenu un dialogue correct, quoi. Voilà. Mais cela dit, vous pouvez faire une sélection du coup, puisque au fond, tant que ça reste comme ça sur un chat, vous pouvez ne pas répondre. Oui, mais enfin la sélection elle est vite faite, puisque s'il n'y a pas de début de dialogue, on peut pas avancer pour tendre à faire connaissance, quoi. Oui. Donc, et s'il faut être tout de suite dans une familiarité, je vois pas à quoi ça peut mener. Je crois que les choses qui peuvent se construire se font toujours avec une certaine progression. Puis bon, ça doit aussi passer par l'humour, mais tout le monde n'est pas capable d'humour. Mais là, les gens se prennent beaucoup au sérieux, mais ne le sont pas finalement. Ça, c'est mon constat personnel. Et vous avez quand même, parce que ça, c'est certains cas, mais il y a quand même, vous avez eu certains contacts qui ont pu être intéressants, ou non, vous moi trouvez... je n'ai pas eu, et pourtant on m'a souvent dit fait remarquer que j'avais un profil intéressant, bien rédigé avec en même temps du sérieux, de la légèreté, de l'humour, enfin différents tons, mais non, je me dis non, il y a et puis il y a aussi les exigences, non pas de la photo, mais de photos au pluriel. Alors c'est vraiment donc il y a cet aspect esthétique qui devient une fixation. Alors je trouve que c'est beaucoup d'illusions, puis de la recherche, d'un idéal, mais physique, quoi. Donc les vraies valeurs, les valeurs essentielles, je pense, pour vraiment construire une relation, d'ailleurs qu'elle soit ou amicale ou amoureuse, moi j'ai jamais vu de repères dans ce genre d'endroit, quoi. Alors c'est vrai que le tutoiement, mais alors, est-ce que finalement le tutoiement, vous me dites, c'est la règle chez les internautes? Ah oui, mais partout, il faut être dans le tu, quoi. Donc ça, et en plus que je trouve que d'abord le vous pour s'apprivoiser, c'est très joli. En plus, c'est très élégant. Oui. Ça permet vraiment de s'approcher. Enfin, je sais pas, il y a beaucoup de choses dans le vous. Mais surtout que c'est curieux, parce qu'alors en fait, quand ces personnes se rencontrent réellement, elles se tutoient également, ou là elles reprennent le vous? Oh non, je pense qu'elle se tutoie, parce que partout, même là tout à l'heure vous parliez d'un site de loisirs que je connais, au VS, on va sortir. Là c'est pareil, donc moi j'ai eu du mal, parce que de toute façon dès l'instant où on se voit, il faut, là tout de suite il faut être dans le tu aussi, dans le tutoiement tout de suite. Oui, mais c'est un côté artificiel, insupportable. Oui, non mais parce que c'est très artificiel. Comme vous dites, mais... c'est une fausse intimité. Bien sûr. C'est pas parce qu'on se tutoie qu'on est intime. Oui, il peut y avoir une intimité même dans le vouvoiement, et puis de toute façon une intimité ça se crée. Ça veut rien dire. Ça ne veut rien dire du tout. Bon. Oui, mais c'est une approche. Puis il y a une élégance dans le vouvoiement, et puis même dans la façon dans une séduction, il y a quelque chose de très... il y a une forme d'élégance. Il y a beaucoup de choses, quoi. Alors après, comme vous dites, c'est une question d'âge. Évidemment... Et puis je pense que le tu peut venir après naturellement. C'est très troublant de passer du vous au tu. Enfin, il y a tout un cheminement. Mais tout ça, maintenant, tout ça, il faut zapper tout ça, parce que on est dans la consommation ou de l'autre, la consommation aussi de loisirs, parce que c'est vrai que OVS c'est bien, le concept c'est une bonne idée, mais il y a aussi cette quête de la consommation d'activité, quoi. Alors on arrive, on se quitte, et puis voilà, quoi. Donc il y a quand même l'aspect consommation. Il n'y a pas forcément la recherche de la connaissance de l'autre. D'accord. Donc ça peut être frustrant, quoi. Il y a vraiment partout cette consommation effrénée
qui moi me dérange beaucoup. Alors une fois on me disait qu'on m'avait catalogué comme étant quelqu'un de décalé. Si c'est ça, j'en suis fière. Bah écoutez, oui, parce que franchement, voilà. Oui. Voilà, parce que s'il faut être catalogué, je dis ma foi, j'accepte. Oui, c'est bien d'être un peu décalé, je suis d'accord avec vous. Voilà. Oui. D'ailleurs, écoutez, alors, vous voyez, vous n'êtes pas la seule parce que il y a Petite Plume qui dit tout à fait d'accord avec vous et pas seulement dans le virtuel. Même depuis une dizaine d'années, je constate que les gens et de tout âge se tutoient, ce qui m'insupporte. Cela dit, pas partout. Dans la vraie vie, il y a quand même encore beaucoup le vouvoiement. Elle ajoute, c'est une fausse proximité. De surcroît, ça brise le charme. Nino dit, je suis un peu de cet avis. J'ai rencontré beaucoup de gens via Internet, mais rien ne s'est concrétisé à ce jour. Quelqu'un me dit, tout le monde dit les bobos. Jean-Luc dit, c'est pour ça que je trouve personne, car je dis vous, et ça me paraît normal. Prune, elle dit aller dans des cafés, fuyer ces sites. Quelqu'un dit, il faut sortir du site internet, vite rencontrer de visu, vite pour en place trouver une vraie relation de séduction. Je suis d'accord avec vous, dit cette personne. Sergio dit 1000% d'accord avec Cécile, d'où mon aversion pour le virtuel. Voilà. Oui. Donc vous n'êtes pas toute seule. Ah non, dans l'émission, on n'est pas très virtuel dans l'émission. Non, mais c'est bien. C'est pour ça qu'on se parle, on se parle sur Europe 1. Excusez-moi Caroline, je voulais juste dire que moi je pense que le virtuel éloigne les gens. Voilà. Voilà, parce que vraiment, on est dans de l'illusion tout le temps, et on se demande ce qui se passe sur un plan relationnel, mais je crois que, le résultat, il faudrait arrêter tout ça, mais je ne sais pas comment il faut. Je ne sais pas où cliquer pour arrêter tout ça. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu... on a perdu... il y a quelque chose de quelque chose un peu derrière ces écrans là. On est là, tout le monde se planque un peu derrière son écran. Moi, je reconnais qu'on perd un peu pas le goût de l'échange avec l'autre. La preuve en est, on le voit. À travers cette émission, on aime beaucoup encore échanger, parler. Vous êtes là, nombreux à réagir, à parler. Mais il y a toujours ce goût, heureusement, de l'autre. Mais il y a aussi cette peur. Et finalement, il y a ces écrans là qui s'interposent, alors que on a peur finalement d'aller vers l'autre dans la vie, quoi, que ce soit dans les transports en commun, dans le train, ça ne permet plus de prendre du temps, parce qu'il faut aller vite, quoi, parce que comme on a la possibilité de toujours zapper, donc finalement et je trouve que comme ça, en faisant que zapper, les gens perdent du temps. Ils n'en gagnent pas, ils en perdent. Oui. Il y en a, de toute façon, c'est leur premier geste du matin, d'allumer leur écran. Oui. Il y a Lily qui dit, le tu me tue, et il n'y a pas d'âge. C'est joli, ça. Bonsoir, Olivier. Olivier est en voiture. Vous êtes en voiture, mais ça vous a vraiment interpellé ce que dit Cécile, et vous êtes arrêté. Bonsoir, Olivier. Oui, bonsoir, Caroline. Bonsoir, Olivier. Je suis vraiment d'accord avec Cécile. Je pense que de nos jours, il n'y a plus de respect de l'un et de l'autre. On dit tu, comme si on se connaissait depuis 20 ans. Et je n'apprécie pas du tout ce mode de fonctionnement. Pour moi, le vouvoiement est tellement beau, comme disait Cécile. C'est la recherche d'une personne, la rencontre, le dialogue. Et le vouvoiement est tellement beau que je vois les hommes politiques se vous voient, vous sur votre antenne, tout le monde vous voit à l'antenne. Je pense que dans la vie, ils doivent se tutoyer. Je trouve que c'est tellement beau, c'est un respect de la personne, et puis et ça a tout son charme, quoi. On vous entend pas bien, vous, ça vous roulez, Olivier? Oui, je cherchais un moment pour m'arrêter. C'est pas bien, on va pas vous faire prendre de risques. On va pas mais en tout cas, merci d'être intervenu, aussi rapidement. C'est vrai que le sujet vous tenait à cœur. On va pas vous faire prendre de risques. On va vous laisser continuer votre route tranquillement. Voyez, même, qu'on en trouve des hommes dans Allô? Oui. Allô, Caroline? Oui, Olivier.
Je ferai bien mon numéro de téléphone à Cécile si éventuellement vous voyez. À partir du moment où vous lui dites vous, hein, Olivier. Ah oui, on est bien d'accord, hein. La première condition. D'accord. Après, vous lui dites ce que vous voulez, hein, hors antenne. Moi, il n'y a pas de censure, mais en la vous voyant, c'est tellement plus joli. Je crois que c'est France Gall qui avait une chanson qui disait « Je te dis vous ». Ah, elle est merveilleuse, elle est merveilleuse. Bon, on va vous laisser alors, hein. Merci beaucoup, merci à vous deux. Vous ne raccrochez pas, et bien évidemment, Cécile, on voit si hors antenne vous souhaitez. Merci à vous deux en tout cas pour cet échange. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Bulle dit le net enlève toutes les barrières et parfois les gens perdent les vraies valeurs. Il y a beaucoup de faux derrière un écran et rien de mieux qu'une rencontre physique. Bonsoir Christophe. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Vous vouliez donner un conseil à Marie-Claude, hein, qui subissait donc de la violence dans son couple, et malgré le divorce où on demandait à son mari de quitter le domicile. La police lui disait changer les serrures, mais elle était très démunie, Marie-Claude. En fait, faut savoir quelque chose, c'est que maintenant, en termes de femmes battues, tant qu'il n'est rien arrivé de grave, personne ne bouge, quoi. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça la réalité, quoi. Moi, j'ai eu la même expérience avec l'ami avec qui je suis actuellement. Son ex n'arrêtait pas de faire ce genre de choses, et si j'interviens pas, je pense que ça aurait été beaucoup plus grave, quoi. Et en fait, moi, je lui ai carrément proposé à mon ami et à la personne aussi, parce que je me souviens plus de son prénom, je suis désolé. Marie-Claude. Marie-Claude. Ce qu'il faut faire, faut prendre le taureau par les cornes et faire une lettre recommandée avec accusé de réception directement au procureur de la République, en expliquant bien sa situation, et faire de même au juge des affaires familiales, oui, qui, eux, vont rentrer en contact directement soit avec la gendarmerie ou le commissariat de police qui s'est occupé de l'affaire, et oui, ça va aller, on va dire, peut-être pas 2 fois plus vite, mais énormément, enfin beaucoup plus rapidement que s'il a passé par les choses. Parce que là, même quand j'entends que son avocat ne bouge pas plus que ça, là, j'ai les bras qui tombent, parce que. Mais oui, ça devrait. Ce que vous dites là, Christophe, ça devrait être son avocat qui lui conseille ça, qui fait même le courrier. Moi, ce qui me désole vraiment, c'est qu'on a l'impression que maintenant les avocats s'occupent plus de ce qui va leur rentrer comme argent que le problème des autres. Pas tous, on peut pas généraliser une profession, on peut pas jeter l'opprobre sur une profession. Il y a des avocats qui conseillent très très bien, et notamment les avocats qui sont engagés parfois, qui s'investissent auprès d'associations dans la cause justement dans des femmes victimes de violences, qui savent pourquoi ils font ça, et pas que d'autres. Vous voyez, on peut pas jeter. Il y a toujours des canards boiteux comme dans toute profession. Bon. Mais là, c'est sûr que vu la situation dans laquelle il faut qu'elle fasse plus vite. En tout cas, très bonne, qu'une lettre recommandée au procureur de la République et au juge aux affaires familiales. Merci beaucoup, Christophe, de ce conseil. Merci beaucoup à vous. Il est l'heure de nous quitter. Merci beaucoup encore pour ces témoignages et toutes ces réactions. Je vous souhaite une très belle nuit à l'écoute d'Europe 1. Faites de jolis rêves. C'est l'heure des informations. Il est 1h. Les informations présentées par Émilie Bonneau. Bonsoir Émilie.